Mieux vaut crime impuni qu'innocence frappée. Qui n'empêche pas le crime le favorise. Celui qui par avarice ou par crainte abandonne l'homme qui vient à lui demander asile commet, comme disent les sages, un crime égal au meurtre d'un brahmane. Mais prendre pitié du crime est haïr la vertu, et procurer au crime l'impunité, c'est le rendre, ou alors se rendre carrément coupable. Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce vendredi 5 mars de l'an de grâce 2021 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Vous connaissez déjà le principe, nous sommes là pour analyser et décrypter justement l'actualité. Et au cours de cette matinée du vendredi 5 mars de l'an de grâce 2021, le sujet du débat sera tout simplement Libye, crime de guerre et crime contre l'humanité. Où est passée la plainte contre Sarkozy à la Cour pénale internationale? Libye, crime de guerre et crime contre l'humanité. Où est passée la plainte contre Sarkozy à la Cour pénale internationale? Ce sera justement notre grande interrogation lors du débat avec nos invités. Mais comme à notre habitude, il ne faut pas également oublier que c'est le vendredi. On va vous souhaiter bon début de week-end à toutes et à tous. Bon réveil. Hotep à l'Afrique, Hotep au monde et bienvenue à cette dernière édition de DBS Matin de la semaine. Et le sujet du débat de ce matin, Libye, crime de guerre et crime contre l'humanité. Où est passée la plainte contre Sarkozy à la Cour pénale internationale? C'est notre grande interrogation de ce vendredi 5 mars de l'an de grâce 2021. Mes invités commencent à arriver d'ailleurs ce matin. Dr Yamben Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Ngos, merci de m'avoir invité une fois de plus sur votre agréable plateau. Très heureux de vous avoir d'ailleurs sur notre plateau. Merci d'avoir pris de votre temps d'être là ce matin. Partagé. Très heureux. Alors Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Ngos, je salue mes copanélistes. Je salue particulièrement celui que vous avez à présenter et davantage celui que vous présenterez tout à l'heure. Je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde. Je salue également tous ceux-là qui, de par le monde, notamment Nouvelle-Calédonie, Haïti, les Antilles français, notamment la Guadeloupe, la Martinique, l'île de la Réunion, Madagascar, justement, qui nous écrivent, justement pour nous encourager, quelquefois pour nous proposer des thématiques. Mon coup de gueule de ce matin, bien évidemment, je voudrais aller au Sénégal. Parce que depuis l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, les Sénégalais sont en colère et non pas seulement, se sont pas limités à le dire, n'est-ce pas, sur l'espace public, ils le disent dans la rue. Et de ce côté-là, ce qui nous intéresse, c'est la présence de l'armée française. Que fait l'armée française de ce côté-là? RFI, pour ne pas le citer, fait écho de cette actualité-là, mais ne fait nulle part mention de la présence de l'armée française. Est-ce pour, n'est-ce pas, protéger les intérêts ou les ressortissants français, ou alors c'est une armée d'occupation, comme c'est le cas actuellement du côté du Mali? Dans tous les cas, les Sénégalais sont en train de prendre véritablement et résolument le destin en main en s'attaquant aux intérêts français. En tout cas, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, ça commence déjà, c'est des actions comme ça qui commencent sur le continent africain et on commence à comprendre également pourquoi, du côté du Cameroun également, certains commencent à protéger leurs intérêts. Merci beaucoup Albert Anatola ici d'être là ce matin. Patient Parfendo, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour au docteur Yamben Timba. Bonjour à Albert Anatole Haïti, alias Triple A. Bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs, à tous les membres de la galaxie DBS La Matinale. Une pensée à ceux qui animent cette grande maison, que ce soit sur le plan administratif ou bien sur le plan, n'est-ce pas, de leur présence sur nos plateaux, qui ne se sentent pas très bien. Je pense précisément au DG de cette boîte, Magouissou, à qui je souhaite une fois de plus prompt rétablissement. Mais je n'oublie pas non plus mon frère et ami Mbandakani qui se sentirait pas bien ces derniers temps. Donc, Président, vous avez mon souhait de prompt rétablissement. Je pense que pendant ces périodes difficiles, il n'y a pas coronavirus, mais il y a aussi ces cas de maladie, surtout quand on sait que nos poches sont de plus en plus trouées, excusez-moi l'expression. Vraiment, c'est pas du tout facile à assumer. J'espère qu'il y aura des esprits plus ou moins sains qui viendront au secours
tout ce qui souffre actuellement. C'est ça la fraternité panafricaine. Et ça me pousse à parler aussi du Sénégal. Vous vous souvenez souvent des contradictions que nous avons entre nous sur ce plateau, où certains d'entre nous pensent qu'en Afrique de l'Ouest, rien ne peut se produire. C'est tous des gens qui sont achetés par l'Occident. La démonstration de la jeunesse sénégalaise prouve plutôt le contraire. Ce sont des gens qui sont très en avant sur certains combats, sur certaines luttes, et ils n'oublient pas qui est leur véritable ennemi. Ils savent pertinemment que là où ils sont aujourd'hui, leur véritable ennemi, c'est Paris. C'est pour cela que vous voyez cette jeunesse qui s'attaque justement au bien français sur le territoire. La présence de l'armée française peut s'expliquer sur deux plans. D'abord sur un plan géopolitique, le Sénégal joue un rôle extrêmement important en Afrique pour la France, mais la seconde raison, c'est aussi qu'il y a beaucoup de seniors français qui ont pris leur retraite, mais qui se sont installés au Sénégal. Donc il y a une forte communauté française de retraités qui s'est installée au Sénégal, ont acheté des maisons et ils sont là-bas. Et la France a peur que si ça dégénère. Ils ont acheté des plages entières, il ne faut pas également l'oublier. Le bord de mer sénégalais est pratiquement voilà, acheté par ces vieux Français. Donc ils ont peur que si ça dégénère, voilà, qu'ils aient des soucis. Forcément donné le feu vert. Mais depuis pratiquement Senghor, ça s'est accéléré avec avant Senghor, même à partir de l'Afrique. Non, c'est-à-dire que cette tendance de venir s'installer définitivement en Afrique de la part de ces retraités s'est accéléré, je crois, avec Abdou Diouf, et aujourd'hui c'est quelque chose de établi au niveau du Sénégal. Donc je dis que une fois de plus, j'ai une pensée émue à cette jeunesse sénégalaise qui ne se laisse pas faire et qui demande tout simplement que les choses se passent dans les normes en privilégiant les intérêts du Sénégal d'abord. Merci beaucoup, patient parfait d'homme d'être là ce matin. Eric Pépin Bikaï, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à l'ensemble de mes copanélistes, bonjour à nos milliers de téléspectateurs et surtout ceux qui sont en région. Progressivement, le signal d'IBS revient dans les chaumières, mais ce n'est pas toujours ça. C'est un câble opérateur qui joue toujours au chat et à la souris en sortant le signal d'IBS. En fait, je le dis parce que je suis interpellé. Non, ils prennent l'argent de nos rivaux. Voilà, il faut dire ça comme ça. Nous savons qu'ils prennent l'argent de nos rivaux parce que DBS les inquiète, c'est tout. Qui confondent un peu mon statut de panéliste à celui d'employé de DBS. On vous comprend parfaitement. Moi, je suis que panéliste, je ne connais pas comment la maison de fonctionne. Donc bonjour à ceux-là et puis bonjour à tous ceux qui traversent des périodes difficiles par rapport au retour du Covid-19. Curieusement, une maladie qui est à la fois au féminin et au masculin. C'est une curiosité. Bon, ça, il s'avère, en fait, c'est pas qu'il s'avère, elle est de retour et puis il faudrait justement qu'on appelle nos compatriotes à adopter les mesures barrières et le comportement sain. On va dédier cette édition de DBS matin au président Banda Kani qui est toujours malade et surtout à Marc Ouessou, le directeur général de DBS. À lui, nous allons souhaiter prompt rétablissement. Le sujet qui nous intéresse d'ailleurs ce matin, Libye, crime de guerre et crime contre l'humanité. Où est passée la plainte contre Sarkozy à la Cour pénale internationale? C'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Libye, crime de guerre et crime contre l'humanité, où est passée la plainte contre Sarkozy à la Cour pénale internationale? C'est notre grande interrogation ce matin. Une quinzaine d'associations africaines avaient déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale à La Haye contre l'ex-président français Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy. Elles estimaient qu'il est responsable de la mort de Muammar Kadhafi et de la déstabilisation du continent africain. Une quinzaine d'associations africaines avaient donc déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale contre l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy. Elles continuent de soutenir que l'ex-chef d'État français serait à l'origine de l'assassinat en 2011 de Muammar Kadhafi, l'ancien président de la Jamaïra
libyennes et sans oublier de l'arrestation de Laurent Kodo-Gbagbo, de Charles Blé Goudé. Le Balai citoyen, Association du Burkina Faso, Y'en a marre, basé au Sénégal, ou encore Le peuple n'en veut plus de Guinée et d'autres encore, une quinzaine d'associations issues de différents pays africains avaient saisi la Cour pénale internationale le 7 octobre 2017. Elles accusent, je cite, Nicolas Sarkozy d'avoir déclenché une opération militaire française en Libye avec entre autres objectif, celui de faire assassiner le colonel Kadhafi. Selon leur analyse, ce bouleversement politique dont elles attribuent à Nicolas Sarkozy la responsabilité serait à la base de la mort de plus de 50 000 personnes et de désordres majeurs dans la région. Réunis donc à Bamako, Mali, pour l'occasion du dépôt de la plainte le week-end des 7 et 8 octobre 2017, les représentants de ces associations s'étaient regroupés sous le nom de Front international des sociétés civiles panafricaines, FISPA, pour donner de la résonance à leur action en justice. Ils se sont choisis comme porte-parole médiatique à cette époque le chanteur de reggae ivoirien Tiken Jaffa Koli. Nous portons cette plainte contre Nicolas Sarkozy pour l'assassinat de Kadhafi parce que cela a des conséquences dramatiques et néfastes sur le continent africain et sur les populations africaines, expliqué d'ailleurs auprès de RFI le militant guinéen Eli Kamano, membre du FISPA. Il ne s'agissait donc pas tant d'une démarche judiciaire que politique qu'Eli Kamano n'hésitait pas à qualifier d'ailleurs de combat. La plainte déposée pour crime de guerre et crime contre l'humanité par l'avocat du FISPAS, eh bien, devait être examinée par la Cour pénale internationale. Messieurs, nous étions là en 2017. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Que s'est-il passé? Où est passée cette plainte de crime de guerre et crime contre l'humanité contre Nicolas Sarkozy? Si les membres du FISPA doutaient que leur démarche aboutisse, ils estimaient également que cela permettrait au moins de clarifier la situation. Si la CPI ne réagit pas, cela veut dire qu'elle choisit ses clients. Résumé d'ailleurs Tiken Jaffa Koli, qui avait été interrogé d'ailleurs à cette époque par RFI. Il faut également rappeler que la France avait participé activement à l'intervention de l'OTAN en Libye lancée en mars 2011 et qui a pris fin le 31 octobre de la même année, quelques jours après la mort de Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Cette intervention militaire était initialement conçue comme un dispositif de protection des populations civiles, mais il faut le préciser également, Vladimir Poutine à cette époque, ainsi que d'autres personnalités, avaient estimé que les frappes sortaient du cadre de la résolution décidée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'opération de l'OTAN avait ainsi été qualifiée de croisade par le président russe. Croisade justement contre le guide libyen Muammar Kadhafi. Après la mort du colonel Kadhafi à Sirte, dans des circonstances encore non élucidées, l'effondrement de l'État libyen a donné l'opportunité à Daesh et à d'autres groupes terroristes de s'implanter en Libye. Depuis, outre les affrontements politiques et la partition du pays, eh bien la présence de groupes terroristes islamiques s'est accrue dans ce pays. Voilà pourquoi nous nous interrogeons également ce vendredi 5 mars de l'an de grâce 2021, Libye, crime de guerre et crime contre l'humanité. Où est passée la plainte contre Sarkozy à la Cour pénale internationale? Je prends votre réaction, Dr Yambin Timba, ce matin. Merci. Merci, M. Ngos. Il y a des questions qui sont quand même, qui interpellent quand même, au-delà de quelques associations qui interpellent l'histoire. Vous vous demandez, pour quelle raison est-ce que ce qui semble en Afrique, ce qui se passe en Afrique, ressemble plus, comme le disait un des camarades décédés de Parfait Patient d'Homme, Moukoko, le mathématicien. Il disait, on a l'impression que, en fait, Moukoko Priso, il avait l'habitude de dire, on dirait que tout ce qui se passe en Afrique, en réalité, c'est une tempête dans un verre d'eau, pour la plupart des gens. Et là, vous avez l'impression que cette plainte, c'était juste peut-être une tempête dans un verre d'eau. On s'en fout. Mais expliquons deux choses. Avant de donner peut-être un avis, deux choses. Mais de quelle Libye parlons-nous? Mais la Libye de Muammar Kadhafi, c'était l'un des 10 pays qui avait le revenu par habitant le plus élevé au monde.
c'était le modèle de démocratie le plus abouti parce qu'il était meilleur que le modèle suisse, qui lui est cantonal, mais le modèle libyen allait jusqu'au niveau des villages. C'était l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde et c'était l'un des rares pays au monde où quand vous vous mariez, on vous offrait un appartement, l'État vous offrait un appartement, tout le monde avait le droit de faire les études qu'il voulait partout, il voulait sur la planète. C'était le pays où on avait créé une rivière artificielle qui a permis de refleurir le désert. Et je crois qu'il n'y a que 2 pays dans le monde qui ont pu faire pousser des vergers dans le monde, dans le désert. Il y a Israël, mais il y avait surtout la Libye en termes de superficie, en termes d'ingéniosité. La Libye dont nous parlons, c'était un pays absolument développé où il y avait toutes les commodités les plus avancées de la civilisation. C'était un pays qui ne connaissait pas de délestage. D'ailleurs, l'électricité était gratuite, autant que je m'en souvienne. L'essence, c'était gratuit. On vous offrait une voiture pour votre première voiture pour votre mariage. Et l'emploi, il y avait le plein emploi. C'était donc, on me refusera de le dire, mais c'était pratiquement un paradis. Mais la Libye, c'était surtout la nouvelle Union africaine qui avait été mise en place et qui devait être financée d'une certaine façon, organisée d'une certaine façon. Et là-dedans, on retenait particulièrement 2 choses. On retenait particulièrement le Fonds monétaire africain et la Banque africaine, la Banque centrale africaine qui devait être créée. Donc, avec une monnaie africaine qui était adossée sur l'or. Sauf que si vous adossez une monnaie sur l'or aujourd'hui, vous faites chuter tout le système monétaire mis en place par l'Occident. Donc, c'est ça la Libye dont nous parlions, un pays qui était stable, où il n'y avait pas, contrairement à tous les autres pays musulmans, où il n'y avait pas de djihadistes, il n'y avait pas de guerre civile, etc. D'ailleurs, c'était le refuge de la plupart des gens, et il n'y avait pas les fameuses plages sur lesquelles les gens meurent aujourd'hui parce qu'ils veulent traverser la Méditerranée. La Libye servait de tampon entre l'Europe et l'Afrique, et les Africains s'y sentaient bien, tout au moins au cours des 2 ou de la dernière décennie de la vie de Muammar Kadhafi, qui avait fait son revirement par rapport au monde arabe, se souvenant quand même qu'il avait une grand-mère noire. Oui. Mais la Libye d'aujourd'hui, de quoi parlons-nous? C'est un champ de ruines. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Ce pays, par contre, a toujours pratiquement le même niveau en termes de production de pétrole, en termes de niveau, pas, c'est-à-dire de rang, mais il est devenu l'un des plus pauvres au monde. En fait, on assiste à une gabonisation de la Libye relativement à l'économie du pétrole. C'est-à-dire, vous produisez énormément de pétrole, ben vous êtes pauvre. Et la Libye, c'est 2 gouvernements du jamais vu. C'est-à-dire que vous avez 2 gouvernements qui sont, il y en a un qui est reconnu par la communauté dite internationale, oui, et l'ONU, etc. Et puis il y a un autre qui semble plus populaire et qui a manifestement plus de légitimité au niveau de la population. Donc voilà le décor, mais les conséquences de ce qui se passe en Libye sont finalement ce qui nous intéresse. Et c'est ça qui va pousser ces organisations à se lever pour porter plainte, pour se plaindre de celui qui avait été à l'origine de ce qui s'est passé en Libye. Parce que, en réalité, la Libye ce qui s'est passé est quand même effarant. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose qui s'est passé en Irak. On bombarde un pays, on tue le président de ce pays, on détruit son gouvernement et son administration. Mais il y a une chose curieuse qu'on laisse ouverte à la portée de tout le monde. C'est les arsenaux militaires. C'est-à-dire que tout ce qui est armement libyen était ouvert et chacun pouvait se servir. Comme si on avait, en réalité, comme si on avait préparé, on s'était arrangé pour que certaines personnes et certains groupes accèdent à l'armement qui était disponible en Libye. Et c'est aujourd'hui cela qui a équipé énormément de personnes. Et donc la guerre qui a eu lieu en Libye concerne tout aussi bien, concerne tous les pays dans lesquels aujourd'hui on subit le djihadisme. Les 200 morts de Marwa ou de Kolofata sont des morts qui en partie résultent de cela. Boko Haram est armé en partie grâce à cela. Tous les mouvements qui sèment le désordre, le chaos au Mali, en Guinée, au Burkina, etc., au Niger, et dans beaucoup d'autres pays comme le Soudan du Sud, etc., au Tchad, tous ces mouvements se sont servis dans les arsenaux libyens. Et ça a déstabilisé le Sahel, ça l'a rendu invivable, impropre au développement, et la paix est partie. Mais c'était ça l'objectif, la gestion, le management par le chaos, le pillage via le chaos. Et c'est pour ça que vous avez vu des soldats
du pays de Sarkozy, justement, qui vous disent qu'ils sont en Libye, mais on les trouve en train de creuser dans des mines, et vous trouvez que la production d'or du Mali s'est accélérée, alors que l'État du Mali s'est appauvri, et que les stocks d'or se sont plutôt amoindris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce genre de contradiction, on ne sait pas. Alors, c'est ça qui provoque cette situation, qui interpelle donc ces associations, et ces associations utilise l'un des modes de saisine de la CPI. Donc, parce que les gens peuvent se demander, ouais, mais c'est une association, est-ce qu'elle a le droit de saisir la CPI? Absolument. Absolument. Il y a 3 modes de saisine de la CPI. Il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut saisir le procureur de la CPI. Vous avez un État qui peut donc décider, les États qui peuvent décider de saisir le procureur avec sur des faits qui interviennent dans leur territoire ou des faits qui ont lieu dans le territoire d'un État membre mais en relation avec leur propre pays. Et vous avez l'autosaisine, c'est-à-dire le procureur lui-même peut se saisir et il se saisit sur la base de faits dont la connaissance, dont il fait connaissance, soit par ses propres enquêtes qu'il initie, soit parce que il y a des associations, des chercheurs ou des groupes de toutes les façons qui lui produisent de la documentation et l'interpellent et lui permettent d'avoir connaissance d'un certain nombre de faits qui ont lieu sur quelques points de la planète qu'ils soient. Donc, la saisine de la CPI par la FISPA est tout à fait dans les règles. Sur la forme, elle est tout à fait normale. Maintenant, on va se demander, mais Laurent Gbagbo a quand même été traîné à La Haye alors qu'il n'y avait même pas encore de mandat d'arrêt. À cette époque, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié hein. le traité. Oui. Mais comment se fait-il que le procureur de surcroît, qui est une Africaine, qui est une fille du continent, ou en tout cas à cette époque, oui, qui est une fille du continent, des faits aussi graves que la déstabilisation, la destruction d'un État, la déstabilisation de toute une région, à votre avis, pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas? Elle ne réagit pas aujourd'hui, on le sait, parce que malheureusement la CPI est une justice qui est d'abord, nous n'allons pas revenir, une justice aux ordres, oui, mais surtout n'oubliez pas, nous avons eu un débat sur ce plateau sur l'OCRS. Justement. Et certains veulent reconstituer l'OCRS à travers ce genre de choses. Il faut voir le jeu. C'était de déstabiliser la Libye et de la tuer. L'enjeu, reconstituer l'OCRS. Et donc, en réalité, consolider certains intérêts sur le continent. La conséquence aujourd'hui, c'est que on finira un jour par donner raison à Tiken Jah Fakoly quand il dit que apparemment la CPI choisit. On verra bien. À l'époque, il disait on verra si la CPI choisit ses clients ou pas. Choisit qui arrêter ou n'est pas arrêté. Donc, je pense que je vous remercie. Finalement, on va lui donner raison, hein, parce que jusqu'à preuve de contraire, on va passer la plaine 4 ans après. Ben voilà. Moi, c'est la grande interrogation. Ben voilà. Peut-être que les autres, ils savent où ça se trouve, mais ce que je sais, c'est que la plainte n'a pas encore prospéré. Il n'y a même pas encore eu de réponse, à ma connaissance. Et il se trouve qu'une fois de plus, l'Afrique en est à se demander, mais ces organisations internationales, que valent-elles pour ces problèmes? Mais à la fin, je crois que la FISPA doit se retourner. Il faut, même si c'est symbolique, que ce procès, le procès de gens comme Nicolas Sarkozy, ait lieu. Et que ces procès aient lieu en Afrique parce que la justice est rendue au nom du peuple. Je ne soutiens pas trop la CPI parce que je ne sais pas au nom de qui la justice est rendue à la CPI. Je faisais juste l'historique de ce qui s'est passé. Mais là, mon point de vue, c'est que, et le point de vue, l'analyse juridique et même géopolitique, est que ces personnes soient jugées sur notre continent parce que les faits se sont produits sur ce continent. Et c'est là où on dit toujours, nous avons la Cour, nous avons un certain nombre d'instruments juridiques de l'Union africaine, oui, mais on sait que ça peut être inopérant, mais il reste que la société civile africaine doit pouvoir saisir même un tribunal commun qui peut, parce que dans tous les cas, il faudra trouver simplement le bon axe. Le simple fait qu'une balle de terroristes, de djihadistes ait atterri une bombe, ait atterri et dans une ville de nos pays, que cela ait tué nos compatriotes, nous pouvons nous saisir de ce genre de faits pour porter plainte à tous ceux qui, de près ou de loin, sont liés à la survenue d'un tel événement. Et je crois que il est important que les gens sachent que c'est de cette manière-là que les peuples avancent. Les peuples ne peuvent pas avancer en disant la CPI a jugé Nicolas Sarkozy. Si la CPI juge Nicolas Sarkozy, ça va dire quoi à la dame qui est là-bas à Bamako? Elle connaît la CPI. Or, la maman qui est à Bamako, si un tribunal de Bamako juge Nicolas Sarkozy, même symboliquement, même s'il n'est pas là, même si la France proteste
De toute façon, elle fait ça tout le temps. Même si aucun représentant français n'est là, mais que les Africains jugent cet homme-là. Le symbole, le capital de mobilisation et de confiance qui va en être sera tel qu'à un moment ou à un autre, le fait que une décision sera quand même là, disant que le jour où il met les pieds en Afrique, il sera arrêté pour aller purger sa peine, vous verrez que beaucoup de ces dirigeants-là vont faire attention. C'est exactement ce que l'Europe fait. Ils jugent nos gens là-bas chez eux, et vous savez donc que si vous vous rendez un jour, vous allez être arrêté ou épurer votre peine. Mais c'est comme ça que les gens protègent leurs États. Vous croyez que les gens protègent seulement leurs États avec l'armée? On protège aussi l'État avec un certain nombre d'instruments non militaires. Et ces instruments non militaires, il faut que nous les déployions et nous encourageons la FISPA à saisir un tribunal. Eli Kamano, nous lui disons, saisissez un tribunal dans votre pays en Guinée, saisissez un tribunal au Mali, saisissez un tribunal au Niger, saisissez un tribunal dans n'importe quel pays africain et voyez comment les Africains, si certains, dans le cas de Jeune Afrique qui estime que, qui insulte pratiquement Kadhafi dans l'article qui avait été écrit à l'époque pour parler de cette plainte-là, bon, on sait que Jeune Afrique sont racistes, ils sont pas sérieux, mais aller jusqu'à insulter le guide libyen, c'était quand même gros à avaler. Donc, il faut que à un moment donné, les Africains se disent, nous devons gérer nos pays sur notre continent, chez nous. Et je crois que s'ils saisissent un tribunal ici, tout le soutien populaire qu'ils auront, ils ne l'imaginent même pas. Patient Parfum d'Homme, les faits se sont déroulés en 2011. Jusqu'à preuve de contraire, ça fait déjà près de 10 ans aujourd'hui. Nicolas Sarkozy n'a pas encore été jugé par la Cour pénale internationale. C'est un groupe d'associations qui s'est mis ensemble pour porter plainte à la CPI. Qu'attendent les États africains? Qu'attendent les juristes africains? Qu'attendent les avocats africains? Qu'attendent justement ces nations africaines qui ont vu la Libye carrément divisée, brisée, on va même dire à la limite inexistante aujourd'hui? J'ai beaucoup aimé le développement de mon jeune frère, le docteur Yanvin Timba, parce qu'il nous a fait une rétrospective du drame libyen. Il nous a, au niveau de sa chute, donné les axes, en réalité, de manière prospective, de ce que nous aurons dû faire. Oui. D'abord, je veux commencer par dire, pour moi, je n'aurais jamais porté une plainte à la CPI, parce que pour moi, la CPI n'existe pas. C'est un instrument de brigands qui ont été mis en place pour punir, justement, ceux qui refusent de suivre, n'est-ce pas, non, c'est ceux qui peuvent être les chemins de traverse, si vous voulez. Oui. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que le monde occidental a mis un certain nombre d'instruments, l'ONU, sur le plan, n'est-ce pas, de cette grande messe, oui, soi-disant qui est faite pour célébrer la fraternité mondiale. Mais à côté de cette ONU-là, dans laquelle nous n'avons jamais participé à la création, ils ont mis un certain nombre d'instruments. Au niveau des finances, FMI, Banque mondiale, etc., etc. Et ils se sont dit que toute cette architecture qu'ils avaient construite avec les démembrements de l'ONU, la FAO, l'OMC, qui était le GATT avant, etc., etc. Mais il manquait un instrument de coercition juridique contre ceux qui seraient tentés de ne pas suivre, n'est-ce pas, toute cette grande machine qui a été mise en place. C'est pour ça qu'ils ont créé la CPI. CPI, où, malgré qu'ils financent la CPI, certains membres même qui financent la CPI ne sont pas signataires du traité de Rome. C'est ça quand même qui est curieux. Et qui refusent que leurs citoyens soient amenés à répondre devant une quelconque convocation de la CPI. Vous voyez la bataille qu'il y a depuis que la CPI a déclaré qu'elle va enfin s'occuper des crimes de l'armée israélienne, d'Israël, dans les territoires occupés. Biden a réagi à un quart de tour en disant attention, n'essayez même pas. Si vous essayez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Les menaces ont commencé à pleuvoir. Mais quand la CPI, tout à l'heure, il me le disait encore, est venue arrêter pratiquement Gbagbo, alors que la Côte d'Ivoire n'était pas membre signataire du traité de Rome, tout le monde a applaudi. Ce qui s'est passé en 2011 avec l'assassinat du guide libyen, c'est vrai. On voit aujourd'hui une Libye qui est défigurée, le peuple libyen qui est complètement vit dans un cauchemar. Mais en réalité, avec ce qui s'est passé à la CPI et ce criminel de Sarkozy,
Ce n'est pas la Libye qui était visée, c'est l'Afrique qui était visée. Et il fallait briser le projet de Guy Libyen pour faire de l'Afrique un pays de moins en moins dépendant de la prétendue communauté internationale. Il on peut revenir sur les instruments que le Guy Libyen se proposait de mettre sur pied en Afrique. C'était notre indépendance par rapport à ces gars-là. Ils ont vu cette affaire, ils ont dit, mais ça c'est très dangereux. Si maintenant les Africains ne doivent plus venir courir, ne doivent plus courir au niveau de FMI, la Banque mondiale, pour faire des prêts, parce qu'eux-mêmes, ils peuvent se faire des prêts là-bas entre eux, parce qu'ils ont une banque qui est capable de le faire, mais à quoi nous servons? Vous savez que la plupart de ces prêts sont conditionnés. Les plans d'ajustement structurel, c'est quoi? C'est qu'on vient, on dit qu'on a fait l'état de votre économie, on a fait le diagnostic, votre économie se porte mal, alors coupez tel bras, coupez telle oreille, percez tel œil. Maintenant, c'est comme ça qu'on veut vous voir. Parce que si vous êtes encore avec tous vos membres là, c'est dangereux pour nous, parce qu'on ne saura pas comment faire pour réformer, pour faire vivre. C'est ça le problème. Mais Kadhafi vous dit non, on n'a pas besoin d'eux. Nous pouvons mettre en place quelque chose qui leur ressemble, mais qui sera même encore plus costaud que ce qu'ils ont. Les chiffres sont là, qui étaient par là. C'était le point de non-retour. Là, malgré tout ce que le Guy Libyen avait fait, par exemple, en balançant la charte de l'ONU au niveau de New York, ce n'était pas ça le truc le plus important. Le truc le plus dangereux pour eux, c'était de voir la possibilité pour l'Afrique de s'autonomiser vis-à-vis de ces institutions internationales. Alors là, c'était... La Yellow Line avait été franchie. Donc jusqu'à preuve de contraire, l'Occident n'a jamais voulu et ne voudra jamais le développement de l'Afrique. Jamais. Vous devez rester à la périphérie. Votre mission, c'est d'être un endroit illimité de ressources que nous on doit venir puiser pour développer le centre. Mais si vous aussi voulez devenir notre centre, ça crée le chaos. Vous voyez, ça crée le chaos dans la manière dont... Mais pour eux justement. Bon, donc il y a cette affaire-là. Donc pour moi, la CPI, je m'en fous. Ah bon. Maintenant, Tchikandja Fakoli, cet individu-là aussi, quand je vois des individus comme ça, à la tête de certaines opérations, je tique. Mon pays va mal, mon pays va mal. Aujourd'hui, son pays va bien. On entend encore parler de Tchikandja Fakoli. Ce type-là qui disait que Gbagbo était un démon. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est où? Où est Tchikandja Fakoli? Donc, souvent, je vois... Il a changé de veste. Non. Quand je vois certains individus... C'est courant sur le continent africain. Quand je vois certains individus à la tête de certaines initiatives, moi, je m'en méfie. Je m'en méfie sérieusement. Alors, Yam nous a dit, en fait, les 3 possibilités de saisir de la CPI. Il nous a bien expliqué. Bon, Madame Bensouda va vous dire que il y a des gens qui ont écrit à la CPI, à Madame Bensouda, dans ce sens, même en tant qu'individu. La réponse était que non, vous n'avez pas qualité. Donc je crois que là, elle a dit, vous n'avez pas qualité. Par contre, pourquoi ces associations ne se sont pas saisies de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de porter plainte là-bas? À quoi servent donc ces instruments de l'Union africaine? Il faut aller porter plainte là-bas. Il faut faire de Nicolas Sarkozy persona non grata sur notre continent. Bien sûr. Mais hélas, vous avez vu. Persona non grata, alors qu'il peut se pavaner en Côte d'Ivoire, venir en Côte d'Ivoire. Hein? Après, à la prestation de serment d'Alassane Ouattara, il était non seulement là, mais il a exigé que tous les présidents de précaré français soient là. Tous presque ils étaient là-bas. Pour cette grande messe-là. Même ceux qui étaient contents, même ceux qui n'étaient pas contents. Vous avez vu, comme à peine il regardait le président Biya, parce que dans son plan, il y avait 4 présidents qu'il fallait dégager. Il y avait Kadhafi, il y avait Gbagbo, il y avait Biya, il y avait Obiang Nguema. Il ne voulait plus les voir. Donc le président Biya a couru là-bas parce que l'épée de Damoclès flottait déjà sur la tête. Mais Nicolas Sarkozy a été d'une... Il faut revoir les images. Vous avez du président Biya. Donc, c'est vous dire qui était l'individu. Mais ça ne se limite pas là. Quelque temps après, on a revu le même Nicolas Sarkozy au Congo-Brazza. Soit-disant venu faire des conférences où il était payé. C'est incroyable. Par l'État congolais. Là, vous posez nous la question, mais finalement on dit oui, nos chefs d'État ont trop de pression, nos chefs d'État ils sont tels X, Y. Mais c'est quoi ces chefs d'État finalement? Un type qui a tué votre avenir, un type qui a fait assassiner l'un de vous, l'un de vôtres, et vous l'invitez encore? Pourquoi? Pourquoi? De quoi avons-nous peur? Donc,
nous sommes la face, justement, ce que j'appelle, c'est complexe, né de ce contentieux historique que nous avons vis-à-vis de Paris. Il faut purger ce contentieux historique. Il faut libérer l'Afrique. Il faut redonner à l'Afrique sa souveraineté. Et cela va passer seulement par des luttes multiformes. Ce qui se passe au Sénégal, c'est une forme de lutte. Ce qui se passe au niveau du Mali, ce sont des formes de lutte. Ce qui se passe, je ne sais pas, dans d'autres pays africains, ce sont ces formes de lutte-là. Il faut des luttes multiformes. Il faut dire à notre jeunesse, vous n'allez pas être digne. Vous n'allez pas libérer votre continent en continuant à faire des paris foot. Ce n'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Ou bien comment dire ça, en célébrant des contre-valeurs. Et c'est ça qui conduit à un débat que j'ai tout à l'heure pendant votre revue de presse. Pourquoi vous ne voulez pas que quand les enfants ont l'impression que c'est ça les valeurs, qu'ils ne fassent pas des vidéos pornographiques dans leur salle de classe? Parce qu'ils n'ont pas d'autre valeur que ce qu'ils voient. Regardez ce que vous montrez dans votre télé-novelas. C'est quoi cette histoire? Personne n'a le courage de taper le pont sur la table et de dire arrêtez-moi ça. Nous avons un continent à construire, nous avons des pays à construire, nous avons des peuples à éduquer. Donc voilà, nous sommes ouverts, complètement ouverts, nous avons le ventre complètement, n'est-ce pas? Et c'est ça qui peut permettre à des criminels comme M. Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy, c'est un criminel de guerre. Ce n'est pas parce qu'il vient d'être condamné là-bas, dans les problèmes internes franco-français, parce que c'est ce que je vous dis. Ouais. Il n'a pas été condamné parce qu'on aime beaucoup les Africains. Non, pas du tout. M. Macron veut l'évacuer pour qu'au niveau de la droite, il n'est pas un challenger qui va lui venir le piquer de voix. Et il veut avoir, en fin de course, un face-à-face entre lui, Macron et Marine Le Pen. C'est tout. C'est tout le problème. Et il sera battu. C'est tout le problème. Donc, M. Macron n'a pas levé les pieds pour que la justice enfin accélère sur le cas Sarkozy, parce qu'il sera en train de se faire du remords par rapport au comportement de mafiosi et de criminels de M. Sarkozy en Afrique. Non. Ce sont des problèmes intérieurs là-bas, la France qui est en train de régler. Donc, vous voyez, et je continue de dire, Steve Ngoz, les élites africaines ont un problème. Ils ont un problème. Ils n'ont pas la capacité d'identifier qui est leur ennemi et de le combattre, de décider de le combattre. Avec la dernière énergie. Quand je parle de l'organisation des masses africaines, il faut qu'elles soient organisées, qu'elles se fassent des passerelles, qu'elles identifient qui est leur ennemi et qu'elles lancent des initiatives pour combattre ces ennemis-là avec toute la violence possible. Mais si nous sommes encore en train de rêver, moi je croyais que bon, ils peuvent faire un petit pied de nez pour démontrer en fait le caractère, j'allais dire partisan de la CPI, pour développer après un truc pour dire aux gens, ben vous voyez non, ils ont refusé notre plainte parce que. Donc, comme ils ne veulent pas de cette plainte-là, nous allons nous retourner en Afrique. Il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, mais aussi certains tribunaux, n'est-ce pas, comme il y a dit très bien, des pays africains où ils peuvent se constituer en partie civile pour attaquer Nicolas Sarkozy. S'il y avait comme ça, en Afrique, une dizaine de procès contre cet individu-là, vous avez beau fermer les yeux, au niveau de l'opinion mondiale, vous avez quand même compte qu'il y a un problème. Mais non. Ce n'est pas ça qu'on fait. On fait un peu de cinéma à Bamako. On dit oui, on a porté plainte à Nicolas Sarkozy, la CPI, donc tout le monde sait que cette plainte ne va pas aboutir. Et après, on croise les bras. C'est de l'amateurisme, c'est le manque de continuité dans cet esprit de fighting spirit que la jeune génération doit avoir aujourd'hui pour contrer tous ces gens-là, comme Nicolas Sarkozy, qui sont décidés à continuer à pousser l'Afrique. D'abord, ce type, quand vous dites qu'on n'est pas entré dans l'histoire, il ne blague pas. Hein? Lui, il est vraiment... C'est sa conviction intime. Donc, de continuer de vous pousser dans les tréfonds, dans l'histoire. Hein, dans les tréfonds, n'est-ce pas, de la périphérie de l'humanité. Et ça, les jeunes Africains ne doivent plus l'accepter aujourd'hui. Albert Anatola, ici, on insiste sur ce fait. Oui, il fallait que cette association revienne sur le continent africain pour porter plainte à Nicolas Sarkozy. Mais je pose toujours cette question. Qu'attendent les États africains? Qu'attendent les intellectuels africains pour porter plainte à Sarkozy, surtout le continent africain? Qu'attendent les juristes, les avocats, tous ceux-là qui connaissent justement la loi? Qu'est-ce qu'ils attendent depuis 2011 pour porter plainte contre Sarkozy? On a plutôt l'impression que tout le monde est complice. Déjà, je voudrais rappeler au grand frère patient que la FISPA ne pouvait pas saisir la Cour africaine des droits de l'homme des peuples pour une seule raison, que vous connaissez d'ailleurs.
l'Union africaine était partante dans la résolution qui a engagé Sarkozy à aller détruire le Mali, la Libye. La Libye. Et vous savez qu'à ce moment, à cette époque, c'est M. Jean Ping qui siégeait à la commission de l'Union africaine, oui. C'est pour cela que j'en ai parlé. Il faut que vous le sachiez. Absolument. Donc l'Union africaine ne peut pas se faire harakiri à travers ses propres instruments juridiques. Non. Parce qu'elle avait validé. Non, ils n'ont pas validé. Ils ont été forcés. Vous vous souvenez? Forcés ou validés, je pense que c'est sur la forme. Sur la forme ou sur le fond. Vous vous souvenez de Mme Hillary Clinton à Addis Abeba, tenant ce discours, lâcher Kadhafi, parce que. Et là, on a vu la couardise des chefs d'État africains. La couardise des chefs d'État africains. Donc, c'est pas la même chose. Non. Ce tribunal africain-là, c'est autre chose. Il faut qu'on le mette à l'épreuve. Quitte à ce qu'il refuse justement de recevoir cette plainte-là. Allons-y avec vous. Alors, j'étais dans de dire que l'Union africaine, c'est une institution continentale qui, en principe, ne devrait pas recevoir d'injonction de qui que ce soit. En principe. Donc, ce qui suppose donc que si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a failli, eh bien, c'est de la responsabilité de l'institution continentale qu'on appelle l'Union africaine. Quand j'ai dit ça, je voulais d'abord revenir sur le contexte. Quelques éléments ont été tout à l'heure convoqués par Yam. Le contexte, n'est-ce pas, l'intervention de l'OTAN et les autres du côté de la Libye. Il y a deux prétextes. Le premier prétexte, c'est le fameux scandale des financements de la campagne de Sarkozy. En 2017. Qui a commencé à s'ébruiter au sein de l'opinion publique à la fois africaine et française. Deuxième chose, naturellement, les projets panafricains que portait Muammar Kadhafi. Et nous savons qu'aujourd'hui, si l'Afrique peut se targuer d'avoir un satellite, c'est le fait, n'est-ce pas, de Muammar Kadhafi. Rascom. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Rascom 4. Oui. Alors, cette initiative a également trouvé, j'allais dire, un créneau d'abord au niveau du parasitage de la conscience africaine en leur faisant croire que M. Muammar Kadhafi, c'est un dictateur. Oui, il fut un dictateur. Mais après, quand il a repris comme ça tout à l'heure, je crois, c'est parfait, donc il a indiqué, quand il a pris conscience qu'attendez, ma place n'est pas là-bas, c'est plutôt de ce côté, on a eu un deuxième Kadhafi qui était justement le porteur du panafricanisme africain. Donc, de ce point de vue, donc, Sarkozy et les autres, à travers justement son projet de renouvellement de la classe politique, le même projet que porte M. Macron, a donc engagé justement une guerre contre. C'est un chef d'État que vous avez d'ailleurs cité tout à l'heure. En ligne de mire, naturellement, vous avez Babo, Biya, Obiangema, entre autres, parce que il ne faut pas oublier que la Ligue arabe était également partie prenante dans ce projet de déstabilisation de la Libye. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que la Ligue arabe était également impliquée dans cette affaire. Donc, ça veut dire que les responsabilités, s'il faut ainsi le dire, sont partagées. D'un côté, d'abord, l'ONU, parce que l'ONU a validé cette affaire-là, alors que, de manière, en principe, le recours à la force devrait être, n'est-ce pas, l'exception. Alors, quel pouvait être l'argument majeur qui pouvait, n'est-ce pas, décider de l'intervention de l'ONU ou de l'OTAN en Libye? Je ne trouve aucun. Il n'y avait aucun argument majeur. Oui, il dit bien, il n'y en avait aucun. Donc, M. Sarkozy, à travers ses entretiens à l'intérieur de l'ONU, eh bien, a fait passer une résolution unique pour déstabiliser la Libye. Donc, de ce point de vue, et on ne peut pas que faire le décompte macabre, n'est-ce pas, de ces plus de 50 000 morts que vous avez indiqué tantôt. Vous avez la destruction de tout un État. Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté la loi des forts, des vainqueurs, et de l'autre côté, il y en a qui estiment que si nous, les États africains, comme ils ne s'entendent pas, il faut déstabiliser tout le monde et on peut se permettre tout n'importe quoi sur le continent africain et on est à la base de votre fameuse Union africaine. Il y a un problème. Maintenant, quand vous me posez la question de savoir, est-ce que les juristes, est-ce que les chefs d'État, les dirigeants africains ne peuvent pas justement porter cette plainte-là? Je pense que vous avez la réponse à votre question. La réponse est laquelle, justement? La réponse, je pense que j'attends. Non, la réponse, c'est qu'ils ne peuvent pas.
Ils ne peuvent pas, parce que c'était, vous savez, ils ont des engagements, ils ont des deals, les chefs d'État africains. Maintenant, vous avez donc ce que vous appelez les intellectuels africains qui sont pour lui. Ils sont pour lui. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'eux, ici, ils ont leur deal avec les autres. Au même moment que les politiciens. J'ai l'habitude de leur dire que chaque politicien africain a un parent du côté de l'Hexagone bien en Occident. De ce point de vue, ça ne peut pas être courant. Donc, c'est une lutte, c'est une initiative qui doit être reprise, qui doit être prise en main par la société civile africaine. C'est vrai que la société civile africaine n'est pas politique. Elle est également corrompue pour lui. C'est faut le dire. Elle-même très colorée, la société civile africaine. Maintenant, je pense que, comme nous sommes en train de procéder à une sorte de régénération, non, de régénérescence, voilà, de régénérescence de l'élite africaine, notamment, pas celle imposée par, selon la vision de M. Macron, mais pas celle imposée et impulsée par la jeunesse africaine, comme c'est le cas actuellement du côté du Sénégal. Lorsque nous aurons certainement nous n'aurons plus à la tête de nos États, n'est-ce pas, des larbins ou des laquais, je crois qu'il s'agit d'un projet qui peut être porté par les panafricanistes. Et il n'y a que les panafricanistes qui peuvent porter ce projet, justement, de porter plainte contre tous les criminels. D'abord, parce qu'il faut quand même que ces criminels aient un visage. Et je pense qu'on doit pouvoir mettre le visage sur les crimes commis sur le continent africain, au rang desquels, pas seulement M. Sarkozy, on ne peut pas oublier M. Ouattara du côté de la Côte d'Ivoire, parce qu'il était le bénéficiaire, n'est-ce pas, de ces crimes. Par exemple, du côté de la Côte d'Ivoire. Et s'il faut porter plainte, faut-il pas porter plainte également à l'Union africaine qui a participé justement à ce crime? Non, en tant que personne morale, oui. En tant que personne physique, vous avez M. Jean-Ping, justement, parce qu'il fait partie justement des acteurs majeurs de cet assassinat. Eric Pépin Bikaï, finalement, s'il n'y a personne sur le continent africain pour porter plainte à Nicolas Sarkozy et aux autres criminels du continent africain, qui va le faire dans les jours à venir? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on va tous en rendre dispersés. Non, qui va le faire? En fait, la question peut avoir... Le fils pas jusqu'à preuve de contraire est mieux, hein, depuis 2017. C'est que je viens de dire que la question peut avoir la réponse. La société civile qui doit le faire, mais tout le monde sait que l'implication de la société civile dans ce processus, ça ne va aboutir à rien. À la limite, c'est une tempête dans un verre d'eau. Et cette plainte même d'ailleurs pose un problème pour moi. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'intervention en Libye émane d'une résolution, la résolution 1973 du 17 mars 2011. Et à l'issue de cette résolution-là, 10 pays ont voté pour et 5 pays ont voté contre, parmi lesquels l'Inde, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Brésil et puis la Chine. Les autres 10 pays ont voté pour, on les connaît de manière classique, c'est-à-dire les 4 plus autres 6 pays qui participaient à ce conseil-là. Et qu'à l'époque, les figures de proue de cette intervention... l'Afrique du Sud. Qui a voté pour? Oui. Je ne sais pas ce détail. Parce qu'à cette période-là, je crois que c'était l'Afrique du Sud qui siégeait en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à côté de ça, c'est que les figures de proue de cette intervention, c'était à peu près 4 pays. Ou alors 4 personnalités, parmi lesquelles Nicolas Sarkozy. Mais on avait également Barack Hussein Obama, on avait également David Cameron. Et associé à cela, on avait le Qatar. Parce qu'à l'époque, on disait que le Qatar avait des intérêts assez aiguisés sur la fluidité du pétrole libyen. Et puis du gaz libyen, parce qu'il y avait ces deux minéraux-là qui étaient très convoités. Et donc, le Qatar, qui est actionnaire majoritaire, en fait, l'un des actionnaires du groupe Total, était partant pour cette intervention, pour avoir le contrôle sur les ressources gazières et pétrolières de la Libye. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est fait comme un bon jour, puisque le pétrole libyen, malgré l'existence de 2 gouvernements et la présence de nombreuses milices, le pétrole, lui, continue à être exporté. Ce sont les problèmes, les tensions politiques qui ne sont pas encore estampées, mais le pétrole, lui, et le gaz, eux, continuent à être exportés fièrement. Donc, on se serait attendu que la FISPA fasse un peu cet état de lieu et décide de s'attaquer à ceux-là qui ont donné un chèque en blanc. Et à côté de ça, il y a quelqu'un de très controversé dans cette intervention libyenne, le professeur, en fait, le philosophe Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire c'est lui qui a presque terrorisé l'intervention. C'est-à-dire une terrorisation psychologique pour préparer le monde occidental à aller intervenir en Libye.
Et ce monsieur, je pense, en 2020, il a tenté de faire un retour en Libye. On lui a justement fait comprendre qu'il n'était pas la bienvenue de ce territoire dont il avait participé à créer la guerre. Donc, pour des organisations de la société civile qui ont du temps et qui veulent faire sérieux, ils devraient en réalité faire le tour de la question avant de poser la problématique. Et, parce que moi, je sais très bien qu'en se focalisant sur Sarkozy, c'est un peu faire renaître ce qu'on appelle le sentiment anti-français. Mais il ne s'agit pas du sentiment anti-français, en réalité. Il s'agit d'une injustice qui a été perpétrée, du moins qui a été commise à un peuple, aujourd'hui qui est déstabilisé. Parce qu'il ne faut pas toujours qu'on voit les choses en termes du passé colonial, ou en termes de nationalité ou d'identité. On doit voir les choses en termes d'individus qui posent un acte, oui, et dont les mécanismes juridiques internationaux peuvent permettre de réparer cet acte-là en portant plainte et en ouvrant un procès. C'est aussi simple que ça. Les gars qui ont été condamnés au tribunal de Nuremberg ne l'étaient pas parce qu'ils étaient forcément des Allemands. Il était parce qu'ils ont participé à un crime contre l'humanité et l'humanité a décidé de les mettre sur les bancs accusés pour qu'ils assument leurs responsabilités. En fait, c'est ce que nous recherchons dans le cadre de ce monde. Maintenant, qui va assumer justement ces responsabilités de la part des Africains? Laquelle, la responsabilité? Ces responsabilités commises sur le continent. Je parle par exemple de ces crimes, par exemple le cas avec la Libye qui est aujourd'hui divisée. Non, le problème d'assumer ne se pose pas. Le problème de la réparation, alors de la reconnaissance, c'est de ça que je sais. Non, c'est pas de la reconnaissance en l'état. il faut qu'il y ait les responsabilités soient établies, oui, et que les acteurs ou les auteurs soient jugés. En fait, on est en train de dire la même chose, mais peut-être différemment. Peut-être vous voulez que j'en prenne vos mots. Je ne veux pas arriver à là. Ce que je vais dire, c'est quoi? En fait, à votre question d'assumer, il y a un problème de la question de souveraineté des États africains face aux autres peuples. Est-ce que nous sommes tellement souverains à parler avec la même voix que les autres peuples? Est-ce que la souveraineté d'un peuple comme la Somalie peut être mise sur le même banc que celle d'un peuple comme les États-Unis? J'ai posé, sur la même balance autant pour moi, j'ai posé cette question il y a dans notre dernière émission sur ce plateau. Ça veut dire que nous sommes, quels qu'en soient les cas, dans l'ensemble des pays africains et du précaré français, dans une sorte comment je vais expliquer ça, d'esbrouf en termes de questions de souveraineté. On est souverain peut-être chez nous parce qu'on parle et on peut avoir accès à un minimum. Mais lorsqu'on doit parler des questions techniques, des questions qui ont trait à l'avenir de l'humanité ou à l'avenir du monde, en réalité, les pays africains, pour la plupart, doivent se chercher un parrain dans la communauté internationale. Donc, cette question de responsabilité peut également entraîner la question de souveraineté des peuples africains 60 ans après. On peut se questionner sur les mécanismes de la souveraineté africaine. On s'appuie sur quoi pour pouvoir dire que les pays africains sont souverains? Et ça justifie le fait que les mecs comme Sarkozy peuvent venir créer, excusez-moi l'expression, le bordel en Afrique et repartir tranquillement. Sarkozy n'a jamais été, malgré peut-être les plaidoiries des médias activistes comme Mediapart, qui ont essayé de démontrer que Sarkozy, en fait, s'était impliqué dans la guerre de la Libye pour pouvoir cacher ses acquaintances ténébreuses avec ce même régime, notamment dans le cadre du financement de sa campagne de 2007. Donc, les gars l'ont fait, ils ont démontré ça au sein de l'opinion publique française. En réalité, même au niveau de la France, ça ne les intéresse pas de savoir qu'en réalité, leur ancien président était préalablement impliqué dans des activités ténébreuses qui ont permis le financement de sa campagne. Pourtant, la loi française est claire. Il y a un plafond et puis il faut éviter les financements des campagnes en s'appuyant sur, en réalité, ce que la France disait à l'époque, des pays dictateurs tels que la Libye. Albert, maintenant ici, finalement, si on reste sur le fait que les pays africains ne sont pas souverains, finalement, on reste et demeure esclave ad vitam aeternam. En tout cas, moi, je ne suis pas esclave, en tous les cas. Je voudrais dire quelque chose. Oui. Tout à l'heure, Yamtimba a justement convoqué 3 mots de saisie, n'est-ce pas, de la Cour pénale internationale. Mais je pense que si sur le continent africain, nous étions proactifs et soucieux des réparations de ces crimes sur le territoire libyen, ce que vous appelez ONG chez nous,
c'est-à-dire, non, organisation de la société civile, chez nous, devrait justement reprendre à leur compte certains éléments, justement, de ces assassinats, de ces méfaits, pour porter plainte, même si de manière individuelle à chacun des acteurs. Du moins pour ce qui concerne les acteurs sur le continent africain. Oui. Ça n'a pas été fait, parce que nous avons des acteurs sur le continent africain qui ont validé cette affaire-là. Je prends au premier chef Jean Ping. Ça, c'est important. Mais ça n'a jamais été fait. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est question pour la CPI de montrer qu'elle est sérieuse, que nous ne sommes pas dans la frophobie. Voilà. Que nous ne sommes pas dans la frophobie parce que c'est établi qu'en Libye, il y a eu plus d'une 50aine de morts. Et que la résolution, la fameuse résolution que convoque, n'est-ce pas, Bikaï, a été dévoyée au niveau, n'est-ce pas, de sa mise, de son exécution. Ça a été dévoyé, au même titre que certaines résolutions ont été dévoyées du côté de l'Irak. C'est-à-dire que c'est allé au-delà de ce qui était permis, par exemple. Donc je pense que ce genre de situation ne peut pas rester impuni parce qu'il s'appelle Sarkozy, non. Deuxième chose, je crois que nous avons sur le continent africain des acteurs, des intelligences qui peuvent suivre cette affaire-là. Mais je voudrais revenir un peu sur même la forme de la plainte. Parce qu'en fait, moi ça me pose quand même un problème. Comment est-ce que cette plainte a été régulièrement déposée à la CPI? Parce que ça, il faut aussi questionner ça. Si ça a été régulièrement déposé à la CPI, ça pose donc justement un problème d'équité au niveau de la justice. Mais si ça a été déposé par exemple via Internet, comme j'ai eu dire, il y a également un autre problème. Ça peut donc c'est un moyen accepté par la CPI. Voilà. C'est un moyen accepté par la CPI. Elle reçoit toutes les plaintes sur son via son site internet. Alors, ça veut donc dire que depuis 2017, nous sommes en 2021, rien n'a bougé ce côté-là. Il va donc falloir que les initiateurs de cette plainte, à moins qu'elle fût symbolique, suivent justement le déroulé, n'est-ce pas, de l'affaire. Ne doivent-ils pas également être appuyés par d'autres personnes? Non, le citoyen, ça existe. Non, je vais me tourner vers vous, Dr Yamitiba. Je vais me tourner vers vous rapidement. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Dr Yamitiba. N'est-il pas aujourd'hui impératif de créer sur le continent justement une cour pour juger toutes les formes d'impérialisme, toutes les formes de désordre, toutes les formes de crimes sur le continent africain? Nous n'allons pas multiplier éternellement les institutions. Quand vous prenez l'organisation judiciaire d'un pays comme le Cameroun, nos tribunaux là, de grande instance, sont compétents pour le faire. Quand vous prenez l'organisation judiciaire telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, vous dites il y a 200 morts à Maroua, à Kolofata. Ces gens-là sont morts parce que là-dedans, on a retrouvé une arme qui viendrait des arsenaux libyens. Vous portez plainte à tous ceux qui ont... C'est-à-dire que vous êtes fondé. Oui. Je parle sous le contrôle des juristes de mon pays. Un jour, ils me diront si j'ai raison ou pas. Mais vous êtes fondé par ce fait, puisqu'il y a l'arme du crime. Et que l'arme du crime peut être reliée à quelqu'un. Alors vous êtes fondé à pouvoir porter plainte sur cette base-là à la personne qui soit a transporté cette arme-là, soit l'a négligée, soit a provoqué la situation qui l'a rendu disponible. Vous êtes fondé à porter plainte contre ces gens-là. Il faut que nous sachions que vous savez, la vie, elle a un côté formel qu'il faut savoir utiliser. Je voudrais dire à M. Bikaï que la Somalie est tout aussi indépendante que les États-Unis. Il n'y a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la taille, la puissance ou la richesse. Mais quand le Qatar parle, le Qatar c'est quelle puissance? Le Qatar c'est quelle superficie, c'est quelle population? Mais le Qatar parle. Pourquoi est-ce qu'on respecte Andorre ou Saint-Marin, mais on ne respecte pas la Somalie et on ne respecte pas la Côte d'Ivoire ou les pays comme la Libye? Vous savez où se trouve Tuvalu? Même pas. Vous savez où se trouve Fidji? Pourquoi on les respecte? On ne respecte même pas. On ne respecte pas la Libye. On ne respecte pas le Cameroun. Parce que, messieurs, la souveraineté d'un État s'appuie et se fonde d'abord sur ses hommes. Voilà. Que Obama ne vienne pas vous embrouiller en disant les institutions fortes. Les institutions fortes sont écrites par qui? Pas des saints, pas des anges. C'est écrit par des hommes. Et ce sont les hommes qui doivent, la classe politique, qui doivent avoir tellement de crédibilité et de sérieux que quand elles parlent au niveau international, on écoute. Et on fait attention parce qu'en même temps, ils gèrent leur pays d'une certaine façon. C'est comme ça que les institutions deviennent fortes. C'est par les hommes qui les mettent en place, qui les incarnent. Une institution, c'est quelque chose de désincarné.
Vous voyez l'institution à travers le visage. Quand on dit le président de la République, c'est une institution. Mais si vous avez un président qui n'a pas de personnalité, qui ne peut rien faire, qui n'a aucune autorité, votre État sera un État sur lequel tout le monde va marcher. Mais si vous avez un président qui est présent, pas forcément, qui n'est pas forcément quelqu'un d'exubérant, mais qui est présent, qui, voilà, vous avez un État fort et sérieux. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'on crée une cour? On n'en a pas besoin. On a besoin de regarder l'organisation judiciaire de nos pays et vous pouvez porter plainte à qui vous voulez dans cette chose. Mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument que ces procès aient lieu? Parce que la question de fond devient comment la conscience africaine peut-elle se revivifier face aux défis qui l'interpellent dans l'histoire et dans le monde. Mais elle va se revivifier en se fondant sur sa capacité à mettre en place des actions, à développer des actions qui vont lui permettre à la fois de tirer toute la connaissance dont elle a besoin de son histoire et de ce qui se passe sur le continent. Deux, de s'assurer qu'elle a la pleine maîtrise de son espace vital, de son territoire, en utilisant jusqu'aux instruments non militaires qui lui permettent de maintenir hors de son espace un certain nombre de personnes qui ne sont pas désirables. Parce que les indésirables qui pullulent, qui traversent le continent dans tous les sens et qui n'ont pas peur, par exemple, de se retrouver en prison du fait d'un mandat d'arrêt ou du fait d'une convocation à la justice ou du fait d'une décision de justice, peuvent toujours continuer à fomenter tout ce qu'ils peuvent fomenter pour déstabiliser nos pays. Il faut également que cette conscience africaine sache s'organiser, sache se soutenir, être solidaire. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit, est-ce que ces gens ont suivi je crois que c'est Sénateur ici qui disait qu'il fallait qu'ils suivent, etc. Et je crois que par exemple, Afin d'Homme revenait également dessus. Non, ce que nous sommes en train de faire là, c'est ça qui a manqué à ces gars-là en 2017. En réalité, imaginez, parce que la puissance de la société civile africaine elle-même elle ne la mesure pas. Imaginez qu'en 2017, dans ne serait-ce que les 15 pays qui parlent le français en Afrique, imaginez que toutes les semaines, il y avait un débat, un talk show, une discussion, quelque chose qui se disait sur cette plainte-là. Vous croyez que ça serait resté comme ça? Le problème, c'est que la plainte est là et puis tout le monde se dit, ça ne me concerne pas. Les gens ont l'impression que ça ne les concerne pas. Et vous n'imaginez pas l'intérêt qu'il y a aujourd'hui, ce qu'il y a ce matin, à discuter de cette chose et à se demander, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de la suite dans les idées? Les Guinéens, les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais ont commencé, mais est-ce que les autres, qu'est-ce qu'ils attendent? Moi, je vous pose la question. Exactement. Ce qu'ils attendent, c'est que vous devez toujours avoir entre les initiateurs, il faut des relais qui permettent que l'action initiée devienne une action de grande envergure, une action populaire. Oui. C'est comme ça que vous appelez ça parfaitement. Oui. Une action populaire. Et ces relais-là, c'est ça qui a manqué. Vous avez eu Jeune Afrique qui est venu, qui a fait un certain travail de sape, parce que c'est son boulot. Et vous avez tous les médias français qui sont présents sur le continent, et francophones qui sont sur le continent, qui relèvent donc de cette histoire de la francophonie, qui ont fait leur travail de sape, et tout de suite, ça a étouffé sur le plan populaire cette action qui aurait dû être relayée et qui aurait dû être portée finalement, devenir un élément du peuple. C'est comme ça que ça a fonctionné avec le franc CFA. Vous avez des gens qui ont initié, qui ont dit, voilà, qui ont structuré, compris comment ça fonctionnait, et il y a eu un certain nombre de relais, notamment les médias, notamment un certain nombre d'organisations de la société civile, la presse, et donc qui ont permis que aujourd'hui, quand vous parlez du franc CFA à n'importe quelle personne dans l'Afrique dite francophone, les gens vous disent à peu près de quoi il s'agit et ils savent quand même qu'ils n'ont pas besoin d'être experts financiers. La seule chose qu'ils savent, c'est que le franc CFA bouffe leur sueur et leur sang. Et c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Voilà pourquoi ce combat est devenu populaire. Donc ce qui se passe là, avec cette plainte de la FISPA, c'est de la reprendre aujourd'hui, qu'un certain nombre de personnes convaincues la reprennent, la fassent circuler sur Internet, utilisent les médias, en profitent pour parler, parce que nous sommes des parties prenantes de cette plainte-là. Il n'y a pas un seul pays autour du Sahel et du désert qui ne souffre pas de ce qui s'est passé en Libye. Et à partir de là, par ce seul fait, nous sommes tous fondés à pouvoir aujourd'hui juger les auteurs. Tout le monde parle là, ils ont porté plainte contre Sarkozy. Ça n'a rien à voir avec la France, monsieur, ou le sentiment qu'on pourrait avoir pour la France ou pas. L'afrophobie, c'est Jeune Afrique qui a lancé ça. Justement,
pour donner l'impression qu'il y a de l'afro, comment Macron appelle ça? Il dit ressentiment anti-français. Du ressentiment anti-français. Est-ce que quand les Africains se lèvent le matin, la chose à laquelle ils pensent c'est aux Français? Les Français sont aussi importants pour nous. Ce qui est important pour nous, est-ce que nos enfants ont mangé? Est-ce que nos femmes, elles sont à l'aise? Est-ce que nous avons des maisons? Est-ce que nous sommes sûrs que nos parents qui prennent de l'âge, est-ce qu'on peut s'en occuper? Voilà ce qui nous préoccupe. Est-ce qu'on a des routes? Est-ce qu'on a de l'eau? Est-ce que c'est les Français qui nous préoccupent? Or, donc, il faut que les gens sachent très bien que ça n'a rien à voir avec le sentiment anti-français et que l'utilisation de Sarkozy, ça n'avait rien à voir avec... C'est parce que ça a commencé, c'est la France qui a commencé, et il y avait la figure de BHL, Bernard-Henri Lévy derrière. C'est en réalité parce que il fallait, au derrière, on avait Hillary Clinton et les Barack Obama, ça a donné lieu à un grand débat aux États-Unis. Donc, mais le visage de Sarkozy a été utilisé parce que malheureusement, il y a eu les actions en Côte d'Ivoire et parce que tout de suite, il a pris des positions ouvertes, il a dit des choses, il s'est prononcé sur ces questions-là. L'empereur de son empire. Etc. Comme l'empereur de son empire, merci. Parce que, et en même temps, une figure, un visage, il fallait donner un visage à ce problème. Et le visage qu'on a trouvé, qui était quand même l'un des plus pertinents, sinon le plus pertinent, c'était celui-là. Et ça n'avait rien à voir avec qu'on aime ou qu'on n'aime pas la France. Ça avait quelque chose à voir avec l'idée que la conscience africaine essaye de trouver le moyen de s'expliquer ce qui se passe en Afrique, essaye de trouver le discours et les schémas qui vont permettre que demain, nous puissions expliquer à nos enfants et à nos descendants qu'est-ce qui s'est passé sur le continent. Et un procès, mais qui a dit qu'un procès, ça veut dire qu'on va tuer quelqu'un? Un procès, ça veut dire, tout simplement, il y a un échange d'arguments, une présentation des informations qui étaient certaines cachées, certaines confidentielles, etc., pour que tout le monde sache ce qui s'est passé, qu'on soit au même niveau d'information. Et c'est sur cette base qu'une décision de justice se prend. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais chuter par là, M. Ngos, ce qu'on a à faire aujourd'hui sur le continent, c'est que tous ceux qui ont posé des actes sur notre continent et qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la mort des Africains. Quand on dit qu'il y a eu 50 000 morts en Libye, qui était là pour qui les a comptés? Pourquoi les gens aiment nous donner des chiffres alors qu'ils sont même incapables de nous dire simplement combien, ce qu'ils ont eux-mêmes? Si on va compter de 2011 à 2021, combien de morts il y a eu? Combien de morts il y a eu du fait de cette guerre? Combien de gens n'ont pas pu se soigner? Combien de gens n'ont pas pu aller à l'école? Combien de gens ont été victimes de braquage et de tout ce qui s'en est suivi aujourd'hui? On vous dit des dégâts collatéraux. Et les dégâts collatéraux de manière générale. Combien de personnes en sont victimes? Là, c'est pour la Libye. Pour l'Afrique tout entière. Le Mali, le Niger. Qui a compté le nombre de personnes qui sont victimes de dégâts collatéraux. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons comprendre, et notre société civile doit s'ajuster à ce niveau-là. Quand quelqu'un vient de l'extérieur, ou quand quelqu'un est ici, nous devons apprendre à saisir les tribunaux. Et nous pouvons aujourd'hui légitimement saisir un tribunal dans n'importe quel pays africain qui a été influencé par ce phénomène, parce que la justice doit être rendue au nom du peuple. Et la plainte sera portée pour que le peuple de ce pays-là, justice lui soit rendue en son nom par ses magistrats. Et nous aurons raison. Et en émettant des mandats, pas forcément des mandats d'arrêt, mais des décisions de justice qui condamnent un certain nombre de personnes, nous allons fermer l'Afrique à un certain nombre de déstabilisateurs. Nous allons fermer l'Afrique à un certain nombre de personnes qui, justement, provoquent chez nous des problèmes sérieux. Nous ne sommes peut-être pas la plus grande puissance militaire du monde, mais j'ai l'habitude de dire aux gens que le Vietnam n'avait pas la bombe atomique qu'elle a battu la France en 1954 ou quand elle a battu les États-Unis en 1976. Le Vietnam n'avait pas la bombe atomique, mais eux, ils avaient une grosse aviation. Donc nous n'attendrons pas le jour où nous aurons la plus grosse aviation du monde, la bombe atomique, pour dire aux gens que ici c'est chez nous. Nous devons dire aux gens, même par des moyens non militaires, vous avez les normes en termes de commerce, vous avez les normes sur le plan agroalimentaire, vous avez des normes justement sur le plan, par exemple, de comment on entre chez nous, donc des normes de séjour, de gestion des visas, comment on entre chez nous. Nous avons tous ces instruments, cet arsenal que nous devons déployer pour défendre nos pays. Malheureusement, et je pense qu'il y a aussi des expressions que nous devons cesser d'utiliser. Il n'y a pas de précaré français. Nous devons cesser de relayer ces confettis, ces réminiscences ou ces messages subliminaux et cette mélancolie française qui croit qu'il y a un précaré français. Il n'y a aucun précaré français ici. Le précaré, c'est leur bocage, c'est pour faire leur agriculture chez eux. Ici, chez nous,
il y a des pays, il y a des peuples africains. Et lorsque nous avons cette façon de voir le monde, nous devons projeter sur notre Afrique, notre regard d'Africain. Ça doit venir de la sève qui monte de 200 000 d'histoire sociale de notre peuple devant des gens qui n'ont que 6 000 ans d'existence. Et c'est sur cette base-là que nous devons projeter un regard nouveau, un regard différent. Et en plus sur le monde, parce que chaque fois que nous nous considérons comme l'aîné du monde, nous trouvons la bonne formule pour sanctionner des gamins, pour leur rappeler à l'ordre. Merci beaucoup, Dr Yam Timba, pour ces explications. Je me tourne vers vous, un patient parfait. Donc, finalement, la justice internationale est devenue aujourd'hui la voix de Dieu. Et on entend aucun son de cloche venant justement du continent africain, en prenant l'initiative justement de porter plainte à Paul Stéphane Nicolas Sarkozy. Eh bien, ces hommes ont bien fait, tout le monde le sait aujourd'hui. Mais finalement, la Cour pénale internationale a pris l'initiative de mettre cette plainte sous une pile de dossiers. N'est-ce pas là pour montrer justement à la terre entière que la Cour pénale internationale est complice justement de la justice des vainqueurs? Mais évidemment que la Cour, c'est l'un des outils. C'est l'un des outils justement de la domination impérialiste sur le monde. C'est la Cour pénale internationale. Mais j'aimerais avant d'attaquer, essayer ça aussi c'est l'histoire de recadrer ou bien de rectifier certaines actions que nous avons sur ce plateau. Premièrement, bon, ça c'est une blague, mais elle tient quand même quand on regarde comment ce journal se comporte. Moi je préfère que quand on parle de Jeune Afrique, il faut dire Jeune Afrique. Alors le fric là s'écrit F-R-I-C. Parce que c'est comme ça que ce journal se comporte. C'est l'argent. Monsieur Soudan, quand il épousait la nièce de Sassou Nguesso, parce qu'il sait que cette dame-là, sa cuisine a adossé sur un puits de pétrole. Oui. Ces gens, ils ne fonctionnent qu'avec du fric. Il ne faut pas écouter ces gens-là comme s'ils racontent des choses qui sont censées. Donc, je préfère Jeune Afrique. Le fric, l'argent. Deuxièmement, monsieur Ronnie Broman, qui est l'un des cofondateurs de Médecins Sans Frontières, a fait une excellente interview où il disait que le prétexte qui a été trouvé, hein, c'est-à-dire que les populations de Benghazi qui étaient en danger, il dit que c'était faux. Mais bien sûr, il dit que c'était faux. Les gens sont allés au Qatar dans des trucs de cinéma, comment vous les appelez. Les studios de cinéma, ils ont monté un bon film. Ils ont monté des trucs qu'ils ont présentés comme des trucs, un truc arrivé à Benghazi. Bien sûr. La population de Benghazi n'était pas menacée par le guide libyen. C'était faux. Ronnie Broman lui-même, il a dit, hein, c'est pas moi, l'ami de Kouchner, le fondateur de Bernard Kouchner, de Médecins Sans Frontières. Oui. C'était un pied de nez, en fait, qui faisait à la campagne de Bernard Henri Lévy. Deuxièmement, l'Union africaine, il faut qu'on revienne là-dessus aussi. L'Union africaine, elle est comme elle est, elle a fait une organisation avec un poste qui en réalité, qui n'a rien dedans, qu'on appelle le président de la commission de l'Union africaine. Le seul gars qui a essayé de mettre du contenu pour que cette Union africaine puisse avoir un peu de d'épaisseur, c'était Alpha Condé, qui a rédigé Alpha Oumar Konaré. Alpha Oumar Konaré, excuse-moi. Alpha Oumar Konaré. Et la charte de la démocratie. Le premier gars qui s'est attaqué à cette charte-là, c'était Omar Bongo. Il a dit, donc toi tu as laissé le pouvoir pour qu'après tu aies un poste comme ça, tu vas venir nous commander. Il dit, donc dégage avec cette affaire-là. Et il n'y aura pas de charte. Donc le poste de président de la commission de l'Union africaine, c'est vide, il n'y a rien dedans. Ce n'est pas parce que Pink faisait le show, il mettait les vestes électriques, il tournait comme ça. Ce n'est pas lui qui décide. C'est l'Assemblée des présidents qui décide. On lui dit comme un petit bagomès, oh, va faire ceci. Donc même Moussa Fakir là, qui s'agit là, on dit le président de la commission de l'Union africaine, il peut prendre quelle décision? Quelle? Il ne peut rien faire. Ils sont là pour inaugurer les chrysanthèmes, excusez-moi le terme. C'est tout ce qu'ils font. Donc, ne vous acharnez pas sur Ping. Ce sont nos chefs d'État qui sont responsables de la charge et de Kadhafi et de Gbagbo. Il ne faut pas trouver des histoires comme ça en disant Ping. Ping, c'était seulement comme... il fait comme les petits gars douaniers là qui jouent au Shogar, c'est tout. Il n'avait aucun pouvoir. Aucun. Et il le sait pertinemment. Bon, l'autre truc pour la Russie, parce que c'est important de savoir comment Poutine avait pu laisser un truc pareil. Arrêter, Poutine n'était pas le chef d'État. Le chef d'État, c'était Dmitry Medvedev. C'est même l'une des raisons pour laquelle
Ça a cassé. Poutine, sa relation avec Medvedev a pris un C'est grand coup. cassé, oui. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Poutine, que la grande Russie était là et n'a pas opposé son droit de veto contre toutes ces Ils n'ont pas voté, ils ont opposé leur droit de veto. Mais dans le Non, ils n'ont pas opposé leur droit de veto. S'ils avaient opposé leur droit de veto, la résolution n'aurait pas... Parce que sur le plan du vote populaire, le Conseil... Non. C'est le Conseil de sécurité on va de s'entendre, l'ONU. messieurs. Attendez, je t'explique, mon cher ami. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui donne le OK. résolutions, Or, il y a les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Et les membres Si non l'un permanents. d'eux oppose son veto, la résolution ne peut pas... Il a les droits, ils ont le droit de veto. Vous qui êtes... Sur cet aspect-ci, Oui. il y avait 3 membres qui ont donné leur autorisation par rapport à ce vote, c'est-à-dire la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. La Russie et la Chine ont opposé leur Droit de veto. leur Non. droit de veto Non, pour cette intervention. Non, Mais le vote... je dis non de manière catégorique, laisse tomber. Tu vas aller chercher Il y a après. quand même ce que vous devez également le savoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait dit non justement aux États-Unis d'aller intervenir en Irak, Voilà. mais ils y sont quand même allés. Oui, voilà. Patient pas fait Oui, de... là, l'Irak, les On va pas États-Unis également ont violé oublier- le droit international. Voilà. Donc une énième fois, ils ont Non, dans violé le cas de la l'intervention. Libye, C'est-à-dire- Pépin, dans Non, le cas de la Libye, c'était différent. Merci, C'était monsieur. différent. Revenons. En Libye, ce qui s'est passé, c'est que en Libye, il y avait une résolution, la résolution du roi de 1973. Et alors? Le problème, ce qui s'est passé en Libye et qui a déçu beaucoup d'Africains à l'époque, c'était que la Russie n'avait pas opposé son Son droit de veto. En réalité, elle s'était abstenue. Ni la Chine. Il s'était abstenu. Et la Chine s'abstient parce que la Russie s'abstient. C'est tout. C'était ça le problème. La Chine s'attendait à ce que la Russie oppose son veto et elle l'allait suivre. D'ailleurs, vous avez vu, elle a suivi son... Et quand vous observez la réaction chinoise après, elle a été très dure en termes de critique. Allons-y rapidement, messieurs, pour sortir Bon, rapidement donc, de cette donc, émission. je disais, il n'y avait pas de résolution Oui. dans le cas de l'Irak. Vous comprenez? Monsieur Non, Bush... dans le cas de Non, dans le cas de l'Irak, L'Irak. Monsieur Bush a passé outre et a dit je frappe. Mais il n'a pas fait sur la base d'une résolution internationale. Alors que dans le cas de la Libye, il y avait une résolution internationale. Donc il n'y avait pas de droit de veto. Oui, là, il y avait une abstention des 2 pays. Bon, voilà. Alors, C'est une erreur de ma part. donc, oui, donc il fallait corriger ce truc-là. Bon, maintenant, dans le fond, une fois de plus, Sif, l'Afrique a fait tout un développement, mais le développement devait porter sur la souveraineté de notre continent et sur le fait que nos dirigeants doivent être en accord avec leur peuple. Le Vietnam a tenu pourquoi? Parce que tous les Vietnamiens considèrent Ho Chi Minh Comme leur Le leader. véritable guide. sans discussion. Un des leurs. Sans discussion. Il n'y avait pas de discussion. Mais vous avez en Afrique des chefs d'État dont tout le monde sait d'où ils viennent et comment ils ont reçu leur souveraineté. Comment voulez-vous que ces gens-là soient au service des Africains? Ils prennent des actions qui dépassent les Africains eux-mêmes. Mais comment ce type-là peut prendre une pareille décision? Regardez comment ça se passe autour de nous. L'histoire de précaré. Je dis, c'est la France qui considère que nous sommes son précaré. Ce n'est pas que nous le considérons comme son précaré. Mais dans leur jargon politique, tout le temps, tu entends le précaré français. C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils considèrent. Mais nous, on s'en fout. C'est pour ça que nous le combattons. Et il faut bien définir quand on parle de précaré français, pourquoi on voit les États qui sont concernés par cette affaire. Toute l'Afrique n'est pas concernée par cette affaire. Monsieur Obama, lui aussi, il a été niqué là-bas par les magouilles politiques de Hillary Clinton. La preuve après, il a dit, la plus grande bêtise de ces 2 mandats, c'était d'avoir validé, d'avoir donné le OK. Était-ce une bêtise alors c'était calculé? C'est trop facile. C'est trop facile, non. De toute façon, attends, de toute façon, pour un responsable de ce niveau, c'est trop facile. Je restitue l'histoire. De toute façon, il a dit. Oui, mais chacun essaie dans l'histoire de se distribuer, de s'aménager, de faire sa relation publique. Sarkozy, Merci, monsieur. ni Cameron, ils ne se sont jamais... C'est-à-dire, ils sont restés droits dans leur bon. Il avait besoin de le faire parce qu'il est noir. C'est différent. Pour Kadhafi, il y a 3 ou... il avait besoin de le faire. Le dernier élément que je mets dans la balance pour démontrer que des gens là en voulaient à Kadhafi, il fallait le tuer. Il fallait le détruire. C'est... Vous savez, vous vous souvenez de l'attentat de Le Corby? Oui. 88. Voilà, un avion s'était écrasé au-dessus de l'Écosse. Bien sûr. Dans cet avion, il y avait beaucoup de Juifs. Les Juifs, 88. Et le lobby juif a décidé de la perte de Kadhafi par tous les moyens.
Sarkozy n'était que l'un des instruments. Et Bernard-Henri, ça explique la présence de Bernard-Henri Lévy, lui aussi juif. Voilà. Vous voyez comme les autres sont solidaires. Quand ils décident de te faire d'avoir ton scalp, ils vont l'avoir, quel qu'en soit le temps que cela prendra, ils vont le faire. Chez nous en Afrique, on est incapable de le faire pour l'instant. Et on n'a pas beaucoup insisté sur le projet de Kadhafi par rapport à l'Afrique. Nous sommes passés à peu près de... Quand on parle de dégâts, oui, on a vu Sarkozy a promis aux Touaregs, ne vous mêlez pas dans cette affaire-là. Si tout s'est tombé, les arsenaux libyens sont ouverts, vous pouvez vous servir comme vous voulez, vous pouvez déferler sur le nord de Mali, et on a vu les colonnes. On le voit également aujourd'hui. Déferler sur le nord de Mali, puissamment armés, et l'armée malienne ne pouvait pas tenir. Et on va découper une partie, on va vous donner votre propre état, qu'ils ont surnommé l'Azawad, vous vous souvenez, l'Azawad. Mais je vous continue de vous dire, le projet libyen, le guide libyen là, les trois grands pôles là, le Nigeria, le Cameroun et celui à Site, pour faire de l'Afrique sur le plan économique un espace indépendant des pressions internationales. C'est ça qui justifie en dernier ressort la mort de Kadhafi. Les histoires du Qatar sur le truc gazier là, ça pourrait encore passer. Mais ça là, vous ne voyez pas les conséquences. Hein? Les conséquences sont graves dans cette affaire là. Vous imaginez une Afrique qui ne dépend plus ni du Fonds monétaire international, ni de la Banque mondiale, ni des institutions, des clubs de Londres, les clubs de Paris, les clubs pour financer leur propre économie. Mais c'était fini. C'est comme l'affaire de l'éco-Macron, laquelle venait éventrer un projet authentique de l'Afrique de l'Ouest pour avoir leur propre monnaie. C'est ça le nœud du problème dans cette affaire-là. C'est là où Kadhafi a franchi la ligne rouge. Et il fallait l'éliminer, il fallait détruire la Libye pour donner l'exemple à tous ceux qui seraient tentés de faire la même chose pour le faire. Quand j'ai vu les présidents à la fois de l'époque, Goodluck et Jonathan, et le Sud-Africain Zuma étaient malmenés comme des enfants par Sarkozy qui leur promettait un poste de membre permanent au niveau du Conseil de sécurité, mais à condition qu'il lâche Kadhafi. J'ai dit, mais les Africains, on a un problème. On a un gros problème, Yambi Timba. Sérieux, oui. On a un sérieux problème. Comment même une petite, excusez-moi l'expression, une petite fille de Jordan Ndoko, on peut la tromper comme ça. Elle va quand même demander que mon type, comment tu parles bien, d'accord, mais alors. donc voilà. Allons-y rapidement, monsieur. J'ai des messages à lire. Nous en sommes aujourd'hui pour dire que vraiment l'Afrique a encore vraiment du travail à faire pour essayer d'affronter les enjeux qui nous attendent. Finalement, Eric Pépin Mika, ici, tant soit peu le guide libyen Mouammar Kadhafi avait des projets pour une Afrique indépendante et qu'il est mort aujourd'hui. Tous ces projets sont aux oubliettes, donc il n'y aura plus une autre personne qui se lèvera pour dire il faut remettre ces projets à jour. Je vous ai dit la semaine, du moins notre émission, qu'il y a quelque chose de formidable, parce que vous parlez un peu de la France, que les Français ont réussi à faire sur 60 ans. Oui. C'est d'avoir une copie jumelle des dirigeants, identique des dirigeants africains. C'est-à-dire ceux-là qui ont peur. Les gars sortis du même moule alors, voilà, finalement. Ils sont de la même école, mais ils n'ont pas la même note. Mais ils sortent de la même école, ils se comportent de la même manière, ils gèrent leurs États de la même manière, avec les mêmes mécanismes de répression, ou alors avec les mêmes mécanismes de bonification de la société. En fait, c'est dans ce dans quoi on se retrouve aujourd'hui. Puis sur le continent, on a comme l'impression que les gens ont peur. Les gens ont peur de pouvoir prendre des initiatives qui peuvent permettre en sorte qu'ils s'auto-libèrent de ces couloirs de gestion administrative internationaux qui ne forment que les goulots de tremblement par rapport à leur propre existence en tant que chef d'État. En réalité, parce que on a généralement comme l'impression que les chefs d'État sont chefs d'État juste pour servir un certain nombre d'intérêts. Voyez-vous, par exemple, je n'ai jamais vu un homme d'affaires africain être reçu par un chef d'État occidental. Mais régulièrement, on voit les hommes d'affaires occidentaux être reçus par les chefs d'État africains. Régulièrement, mais ils en sollicitent, ils veulent même qu'ils doivent revenir. C'est-à-dire, oh, c'était bien, mais reviens encore la prochaine fois. Donc, ils veulent encore qu'ils reviennent. Et puis, autre chose qui permet un peu de parler de la souveraineté. Moi, j'insiste. Ça fait au moins 2 semaines que j'insiste. J'avais vraiment comprendre ces questions de souveraineté. À chaque fois qu'un pays essaye d'avoir ses 500 francs, je préfère le dire, c'est pour qu'on soit bien compris. Oui. Ce pays-là se permet de convoquer un sommet. Afrique, pays-là. C'est-à-dire Afrique-Inde, Afrique-Turquie, Afrique-Russie. Donc, du coup, l'Afrique est devenue comme, c'est pas trop. Tout le monde sait que les pays africains ne sont pas souverains. C'est la raison pour laquelle un pays comme la Turquie
qui n'a pas de ressources, qui n'a que pour simple ressources les eaux. Parce qu'on dit que la Turquie n'a pas un sous-sol riche par rapport, comparativement à ses voisins, mais elle a quelque chose de formidable, c'est qu'elle est entourée de très grandes quantités d'eau. Donc c'est sa première richesse. Mais comment un pays comme la Turquie peut convoquer tout un continent pour parler à un sommet pour parler des questions de développement? C'est quand même trop prétentieux. Mais cette prétention est liée au fait que les Africains eux-mêmes se sous-estiment leur capacité à pouvoir être acceptés dans le Conseil des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec ce que le docteur Yam dit. Vous n'entendrez jamais parler du Fidji en mal. Vous n'entendez jamais parler, c'est pas trop, des îles du Trinidad et Tobago. Je vous rappelle que ces îles sont dirigées par les Noirs, peut-être affranchis. Mais ils ont mis sur pied des mécanismes pour qu'on puisse respecter leur petite superficie et leur caractère d'île exotique. Mais là où il y a la vitalité, là où c'est réparti la vie, là où il y a l'humanisme, que les gens se comportent toujours comme des valets, comme des taguets, comme des hommes lièges, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et je voulais sortir par là pour m'excuser un peu par rapport à ma première prise de parole sur la résolution 1973. Et bien évidemment, il y a eu un vote pour et un vote d'abstention. Je pense que là, c'est une différence. La Russie et la Chine se sont abstenus. Il faut bien que vous le sachiez. À côté de ça, il y avait également le Brésil, l'Allemagne et l'Inde qui sont abstenus. Messieurs, permettez-moi de lire quelques messages avant de revenir à vous pour conclure cette autre édition de DBS Matin. Bonjour Monsieur Ngossi, à tous vos panélistes. La question de ce jour remet sur la table la question de la quintessence même de la justice internationale, voire même nationale à mon humble avis. Elle n'existe absolument pas pour une raison très simple. Le niveau de corruption au niveau de la justice internationale, ou même nationale, est à un stade de non-retour. Prenons l'exemple sur nous-mêmes. Steve, combien de Libanais ou Chinois qui maltraitent nos frères et sœurs dans leur business sont dénoncés en justice? Ouvrir un dossier est semblable au montant de la dot. Moi, je pense que les Africains doivent oublier cette Cour pénale internationale et refuser même d'y aller. Notre portée juridique extérieure ne peut avoir un impact que si notre justice interne est forte. La position est infiltrée partout, Monsieur Ngoz. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Merci également de nous avoir écrit un Moto depuis la Suisse. Je vais commencer par le bas pour pouvoir lire tous ces messages. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Hein. Quelques-uns juste. Hein. On va le dire comme ça, c'est vraiment beaucoup. Bonjour Steve, il y a ton panel. Il faut dire que si on ne se met pas en position de guerre, je vous jure Steve, on ne réussira rien avec ces gens-là. Ils sont animaux, violents et sataniques. Ce qu'il faut, c'est d'aller en guerre contre eux. Sabah Malik depuis Chaourou au Bénin. Merci également à vous qui nous regardez depuis le Bénin. Le cas de Sarkozy et de la Libye m'amuse vraiment. Il montre encore à quel point la France est un État voyou. Il a posé des actes étant président de la République. Donc pour ma part, c'est une affaire contre la République de France. Sarkozy n'est qu'un bouc émissaire pour ne pas toucher du doigt le vrai problème. Waraba depuis Kribi, courage à vous sur le plateau. Merci également à vous Waraba depuis Kribi. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour. Et surtout beaucoup de courage à tous ceux qui ont de petites santé pour le moment. Merci de me faire parvenir le contact de M. André Badakani. C'est Marius Ettinger depuis Lokpom, ici même à Douala. On pourra pas, mais bon, on verra bien ce qu'on pourra faire. Bonjour Steve, la Cour pénale internationale ne peut rien faire. Les 3 cités du monde gèrent ce machin et lui donnent des injonctions sur les cibles à juger. Rien ne peut être fait contre Sarkozy pour le mal qu'il a commis en Afrique. Ce sont des brigands qui se retrouvent à la CPI pour asservir tous ceux qui refusent de marcher comme ils veulent. L'Afrique est en train de se réveiller et il faut une communauté internationale, que la communauté internationale, cette communauté internationale, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, s'apprête parce qu'elle viendra bien nous demander pardon. Nous allons les botter hors d'Afrique et faire de ce continent la référence dans tous les domaines. C'est Mahmoud Hamzine de Bounamoussadi qui nous a écrit également ce matin. Bonjour Monsieur Ngoz, bonjour à vous invités. La plainte contre Sarkozy se trouve dans les tiroirs de la Cour pénale internationale puisque partant de la charte impérialiste à son 27e article qui dit « Les lois, les résolutions, les cours et les tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. » Et à son 28e article qui dit que les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni incarcérés par les cours des tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide ou des crimes contre l'humanité. Il est clair que ce procès n'aura jamais lieu à la Cour pénale internationale. Et si nous voulons rendre justice, il est temps qu'on puisse mettre en place une Cour panafricaine de justice qui aura à sa tête des vrais panafricanistes, juristes pour défendre la cause des Africains.
africains. Sinon, il n'y aura jamais de justice par rapport aux crimes commis contre nous. Merci pour tout ce que vous faites pour la libération de l'Afrique. C'est Rachid depuis Bafilo au Togo. Bonne journée à vous sous la protection divine. Bonne journée à vous également. Steve Ngos et son panel, bonjour. Merci d'avoir dit à la revue de presse qu'une certaine génération de Camerounais est formée pour haïr leur pays. C'est monsieur Otou Aïfoulan. Pour le débat du jour, la seule chose qui nous reste à faire, c'est détruire l'Union africaine. Tout part de là. C'est ce machin qui a, à la limite, peut nous donner l'AVC. Monsieur Parfum d'Homme, vous êtes même très poli en parlant rien que du regard que Sarkozy avait à l'endroit du président Paul Biya. Il est allé jusqu'à lui dire qu'il aimerait assister à une pareille cérémonie au Cameroun entre Marafa Midou Yaya et lui. C'est monsieur Otou Aïfoulan à Yaoundé qui nous a écrit également. Bonjour le parto, le syndrome Sarkozy ne nous intéresse pas. Nous connaissons tous nos ennemis. Le combat reste plus spirituel. Le changement de l'Afrique viendra du Cameroun. La gouvernance de ce monde, c'est le Cameroun. Laissons l'Union africaine là où elle est. Nos traditions africaines, c'est la nouvelle gouvernance du monde. C'est le Cameroun. Regardons Sarkozy prend le pouvoir. Beaucoup d'associations se créent ici et le passé sont où aujourd'hui? Notre changement, c'est à base de nos traditions, le renouveau de l'Afrique et au Cameroun. Laisser la société civile, sociologique africaine, elle n'est pas libre. Ces blancs ne s'en sortent pas pour prendre les décisions sur notre pays. Bon, on comprend pas réellement. Le centre de l'Afrique, c'est le Cameroun qui gouvernera le monde. Stéphane Fogap qui nous écrit depuis Douala. Bon, finalement on est arrivé. Bonjour Didier, ce matin, si tu n'avais existé, il aurait fallu que l'on te crée concernant le thème mis à l'ordre du jour. Il est clair que le plan machiavélique de la déstabilisation de la Libye avait été savamment orchestré afin de rendre ce pays qui est devenu véritable paradis terrestre invivable et ingouvernable, et cela devait passer par l'assassinat du guide libyen Mondovision par Sarkozy, parce que pour ceux qui dirigent le monde, l'Afrique est un continent qui ne devrait pas se développer, et quiconque a une vision d'une Afrique libre et indépendante pour être prospère doit se faire couper la tête à tout prix. Et pour les plus résistants, les instruments d'asservissement et d'assujettissement des peuples qu'est la Cour pénale internationale, eh bien, prennent la relève afin de vous mettre hors d'état de nuire. C'est malheureux, c'est désolant, on ne peut que constater cela ainsi. C'est Bekada Omenge depuis Yaoundé. Messieurs, on va s'arrêter là pour les messages parce qu'il y en a énormément ce matin. 22, ouf, encore 22 messages. Bon, d'accord, ça va être beaucoup. Messieurs, pour sortir rapidement, Dr Yamtimba, en 2 minutes, non, en 1 minute parce que le temps nous est imparti. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien d'exceptionnel. On reprend la plainte de la FISPA. Oui. Et puis on saisit un tribunal de grande instance de l'un des pays d'Afrique qui a subi les conséquences du chaos libyen. Et puis on verra bien comment un État africain va dire qu'il n'est pas, que la plainte est irrecevable parce que ceux qui sont morts, les compatriotes qui seraient morts du fait de ces chaos-là. Il y aura un pays courageux pour prendre ce genre de décision sur le continent africain? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous n'allons pas juger, préjuger. Oui. Nous disons simplement que nous allons voir, à la lumière des développements qu'on aura, si les Africains pensent eux-mêmes que leurs propres concitoyens peuvent être tués au vu de tout le monde, au vu aussi de tout le monde, et que personne ne dise rien, sans qu'ils ne réagissent alors qu'ils sont interpellés. Oui. Et vous ne pouvez pas. Il y a des éléments de justice qui peuvent permettre à l'Afrique de s'en sortir, de se désolidariser des choses comme la Cour pénale internationale. Nous n'avons pas. Il y a par exemple Interpol. L'Afrique est l'équivalent. Il faut créer un équivalent puisque vous avez pas l'Europol. Est-ce que nous sommes obligés de tout partager? Vous créez donc quelque chose qui est une police africaine qui commence à se mettre en place, et vous avez dans nos propres constitutions, vous créez la loi de la compétence universelle, vous donnez la loi de la compétence universelle, mais je vous dis encore que l'organisation d'un tribunal aujourd'hui, un tribunal juge sur la base d'un crime. Un crime, c'est la clameur publique. C'est la clameur publique, ce n'est pas le nom de l'accusé. Or, quand vous regardez les clameurs publiques qui se sont élevées en Afrique, à la suite de ce qui s'est passé en Libye, beaucoup de pays sont fondés à juger les personnes qui ont été à l'origine de ce chaos-là. Alors, Anatole, chez vous, qu'est-ce qu'on dit? 2 choses. La première, c'est quoi? C'est que la CPI doit donner
nous doit rassurer l'opinion publique mondiale à savoir qu'elle est une Cour internationale indépendante qui peut s'auto-saisir d'un cas de crime, de guerre et de crimes contre l'humanité, comme ça a été le cas du côté de la Libye. Parce qu'en 2017, quand même, la CPI n'aurait pas eu besoin déjà que ce soit l'organisation de société civile panafricaine qui la saisisse. Elle devait s'auto-saisir de cette affaire-là parce que justement, il y a eu cette clameur publique qui a la conséquence des milliers de morts et les nombreux dégâts collatéraux dus au fait de cette situation. La seconde chose, c'est quoi? C'est que justement, il faut, à mon sens, un tribunal africain qui est capable de pouvoir connaître des affaires, c'est-à-dire avec une compétence universelle. C'est la vérité, parce que si l'Afrique est dans la dynamique de souveraineté, d'indépendance économique, politique, il faut également s'inscrire dans la dynamique d'indépendance judiciaire avec ses propres instruments. Nous en avons la matière. Merci beaucoup Albert Nathan ici d'être là, avoir été là ce matin. Patient Parfum Dôme, votre mot de fin? Non, moi, je suggère, en attendant que nous puissions avoir de véritables patriotes à la tête de nos États, parce que c'est ça aussi qui manque, et qui freinent le rythme comment dire ça, des actes que nous pouvons poser. J'insiste sur l'organisation par la société civile, le thème ne me plaît pas, mais des peuples. Oui. Que les gens fassent beaucoup d'institutions qui s'organisent. Et une idée qui me vient en tête, j'ai vu une excellente pièce de théâtre là-dessus, des tribunaux populaires qui jugent les gens. Par exemple, on peut décider que on va organiser le procès de Sarkozy, mais pas des tribunaux populaires. Question de faire, c'est-à-dire que de vulgariser, de populariser cette demande. Oui. Et que ces tribunaux populaires, en attendant qu'on ait des véritables juridictions qui vont s'occuper de cette affaire-là, se réunissent. On peut dire que, je ne sais pas, le 13 mars, ou bien le 11 mars, partout en Afrique, on va organiser ces espaces de tribunaux populaires pour juger M. Nicolas Sarkozy. Vous pouvez imaginer l'impact que ça aura. Mais on peut aussi faire ces tribunaux populaires pour juger après les grands criminels de guerre comme le Léopold II, De Gaulle, des choses comme ça. Il faut que l'Afrique renoue, invente des modes de lutte, n'est-ce pas? Pour que justement tous les Africains commencent à s'accaparer, n'est-ce pas, de ces problématiques-là et de les vulgariser, de les populariser au point où l'opinion mondiale soit incapable d'ignorer, n'est-ce pas, cette lame de fond qui va traverser notre continent en termes de cris que nous lançons vis-à-vis des injustices qui nous sont imposées. Thierry Pépin Bikaï? Non, mon mot de fin, je sors par cette citation, ce proverbe zaïrois. Il ne faut jamais mettre... Congolais? Oui, les Zaïre non, Zaïrois, moi j'aime bien Zaïrois, ça sonne bien. Non, c'est le Congo. Bon, c'est la même chose. Hein. De toute façon, j'espère que nous sommes sur le même territoire. Zaïre vient d'une erreur de colon. On a appelé le fleuve Nzadi. Voilà. On le dit Nzadi, ils ont dit Zaïre, donc c'est pour ça qu'au Congo... Ce proverbe congolais qui dit qu'il ne faut jamais mettre sous le chevet du lit le bâton qui a servi de fouetter ton bourreau, de peur qu'on utilise le même bâton pour vous fouetter. Donc c'est pour dire que hier c'était Sarkozy, et demain ça peut être n'importe qui. Moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours qu'on continue à chercher les éléments qui peuvent identifier la souveraineté des États africains. Et si on parle de la souveraineté des États africains, on peut parler de la liberté des peuples africains. C'est très important dans le Conseil des Nations pour qu'on puisse être respecté. Merci. Eric Pépin Bikaï, merci d'avoir été là ce matin. Merci à vous, Patient Parfait Dôme, d'avoir été là ce matin. Merci au docteur Yamin Tima d'avoir été là ce matin. Merci à vous, Albert Anatola, ici également, d'avoir été là ce matin. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin de la semaine, la dernière du genre d'ailleurs de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver dimanche dans le cadre de Feu Vert entre 14h et 16h, heure d'Afrique centrale. Et bien, n'oubliez surtout pas, mieux vaut crime impuni qu'innocence frappée. Qui n'empêche pas le crime le favorise. Celui qui par avarice ou par crainte abandonne l'homme qui vient à lui demander asile commet, disent les sages, un crime égal au meurtre d'un brahmane. Mais prendre pitié du crime est haïr la vertu, et procurer au crime l'impunité, c'est le rendre tout simplement coupable. Eh bien, pour croire le bien, un témoignage me suffit, il m'en faut 100 pour croire le mal. Bonne journée à toutes et à tous, et à dimanche, s'il plaît à Dieu. Au revoir.